par votre participation à cette rencontre qui va commencer. Bon, rencontre organisée par la maison, les éditions Arcane 17. Évidemment, c'est la maison d'édition, c'est-à-dire que Arcane a eu l'idée comme ça de provoquer certains débats. Je pense que c'était... Moi, j'ai évidemment... J'ai dit oui tout de suite pour deux raisons. D'abord parce que je crois que pour qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait des espaces où débattre, quoi, et que ces espaces-là se sont considérablement réduits, quoi. L'espace d'ailleurs le plus fort étant la place publique, comme disait Michelet. Hein. Le seul monument qu'on devrait ériger à la République, c'est une place publique. Et c'est vrai que les places publiques ont disparu. Nous, quand on était d'ailleurs, nous, je dis Gérard, Malek, moi, quand on était petits, on intervenait sur les places publiques. Hein, où les gens jouaient au roule et parfois nous écoutaient, parfois de manière assez distraite d'ailleurs. Mais ils nous écoutaient quand même quelque chose passer, quoi, de ce qu'on disait. Et donc il me semblait que dans ce rétrécissement de ces espaces-là, qui sont effectivement très, non seulement, qui sont très dominés en plus par, qui devraient s'opposer en fait à l'espace médiatique, on en parlera si vous voulez, un petit peu plus longuement après, qui est lui très très dominant. Je crois que tout est bon à prendre, quoi. Voilà. Donc une maison d'édition, une place publique, bien sûr, c'est l'idéal, mais un cinéma, c'est bien, un théâtre, c'est bien, une maison d'édition, c'est bien, un entretien avec quelqu'un, c'est très bien, voilà, tout ça. Voilà. Donc, voilà. La première raison. La seconde, évidemment, c'est parce que c'était avec Marius Dumas, que j'adore. Je le dis aujourd'hui. Bon, j'adore parce que je l'ai vu 10 fois à la télévision, effectivement, débattre contre eux, et en particulier, une chose que je dis, je crois, dans l'entretien, là, je l'avais vu débattre une fois contre le type dont j'oublie d'ailleurs, et c'est toujours le nom, en fait, qui était le représentant de la métallurgie, Didier Sauvagnac, je ne sais plus quoi, là, un nom composé, Gauthier Sauvagnac, voilà, et je l'avais vu débattre avec lui, et il y avait vraiment deux figures incarnées, là je parle presque comme les cinéastes, il y avait vraiment une ouvrière et une immense patron, mais là, presque comme on pouvait le dire au 19e siècle. C'est-à-dire, il y avait un patron de maître des forges, quoi, voilà. Et une ouvrière en face, et elle l'avait dévoré. Quoi. Mais vraiment, elle l'avait tué. J'étais ravi, moi je bichais. Et donc, c'était une chose très... évidemment, la rencontrer, simplement la rencontrer, passer du temps avec elle. Et puis, bon, cette expérience est quand même extrêmement riche d'être... Je ne sais pas d'ailleurs, mais bon, numéro 2 ou 3, ou peu importe le numéro, mais d'être à ce poste-là dans la CGT aussi longtemps, j'avais bien envie de bavarder avec elle, et c'est vrai qu'on s'est entendu à merveille, peut-être même un peu trop, dans l'intérêt de la conversation et du livre, un peu trop, je pense. C'est ce qu'on s'est dit après, on s'entend trop bien, donc on aurait pu se disputer un petit peu plus, on aurait peut-être fait avancer les choses un petit peu plus. En même temps, c'est une conversation qui n'a pas de prétention, c'est une chose pour faire presque ce qu'on fait là, c'est-à-dire s'en emparer pour bavarder tous ensemble. C'est absolument pas un livre théorique, c'est pas... D'ailleurs, nous, on n'a pas relu des heures, on n'a pas réécrit, on n'a pas travaillé, ça s'est vraiment fait sur quelques conversations, fait avec le boulot évidemment de Sahuc derrière, qui a quand même mis avec les gens effectivement qui étaient, j'allais dire, aux manettes dans les années 80. Et peut-être qu'il va, mais ça on va en parler, il va peut-être se reproduire des questions qui auront à voir avec ça. Il y a quelque chose là qui s'est effectivement probablement réveillé, et il va falloir prendre garde de maintenir tout ça en éveil, hein, que plus jamais en fait ces choses-là disparaissent. Comme a dit Mélenchon, qui était le début du discours de Mélenchon à la Bastille, c'était très beau, hein, quand il dit nous étions perdus, nous nous sommes retrouvés, nous nous manquions, voilà, nous perdons plus, quoi. Voilà. Et ça, je crois que c'est bon. Je dis, on va en parler tous ensemble, je pense, mais si ce que nous souhaitons tous ici, le Front de Gauche fait un score intéressant, on va dire, enfin, je veux dire, fort, donc, dans ces prochaines élections, beaucoup de questions vont se poser, il faudra être très vigilant, quoi. Très, très vigilant. Après, mon rapport à ça, il est viscéral,
effectivement, il est biographique, il est de l'ordre de la morale, en fait, et il n'est pas lié, effectivement, à l'appartenance à un parti, au fond. Il est de l'ordre, j'allais dire, du sacré, si j'ose dire, mais j'ose le dire, en fait. C'est quelque chose de... je mourrais avec cette idée, comme disaient un des personnages dans L'argent fait le bonheur. J'ai toujours conçu ça, ou imaginé, effectivement, j'ai toujours été très très proche du rêve communiste, en fait. Pas forcément des réalités, évidemment, surtout pas d'ailleurs dans certaines réalités dans lesquelles il s'est incarné, ou parfois dans certaines pratiques ou certaines stratégies qui ont fait qu'effectivement j'ai été, j'allais dire, obligé, je continue à assumer ce choix-là, hein, je veux dire, d'avoir pas repris le carte de ce parti, effectivement, en 1980, donc. Moment d'ailleurs, juste, qui n'est pas un hasard, qui n'est pas indifférent, puisque c'est en 80 que je fais mon premier film. Donc je bascule, quoi, mais inconsciemment, à ce moment-là, j'en parle aujourd'hui savamment, mais je veux dire, à ce moment-là, je l'ai fait de manière tout à fait inconsciente. Mais... Donc j'ai basculé ma pratique communiste du Parti communiste dans le cinéma. Voilà, d'une autre manière, un autre espace, comme je disais tout à l'heure, mais qui était pour moi, du point de vue de l'adhésion au rêve, qui était identique. Donc je vis ça parfaitement bien, en fait, si vous voulez, aujourd'hui. De ne pas être membre du Parti communiste et de dire toutes les 3 minutes que je suis communiste. Ça me gêne absolument pas. Et ben, ça me gêne d'autant moins qu'il y aurait une forme... il y aurait une forme, en fait, presque d'efficacité aujourd'hui à ce que je ne sois pas membre du Parti communiste. C'est mieux. C'est-à-dire que pour l'extérieur, en tout cas, on me crédite plus quand je dis que je suis communiste, mais que je ne suis pas membre du Parti communiste. Quand je dis que j'appelle à voter Mélenchon toutes les 3 minutes, le Front de gauche, etc., mais que je ne suis ni au Parti communiste, ni au Parti de gauche, voilà, je fais ces films-là. Voilà. Et dans la tendance aujourd'hui qu'il faut analyser aussi, du refus des partis, du refus des organisations, ça aussi c'est un truc qu'il faudrait, dont on va peut-être parler, mais dans cette tendance-là, c'est pas mal aussi de montrer qu'effectivement on peut être très agissant sans être membre. Ce que d'ailleurs les gens qui sont membres, même si on ne conteste pas qu'il faille effectivement que ce soit nécessaire d'avoir un parti, il faut absolument qu'ils en tiennent compte aussi de ça. Parce que il me semble que si aujourd'hui la majorité, enfin une grande majorité en tout cas des jeunes gens ne veulent pas rentrer dans une organisation ou appartenir à une organisation, il faut les écouter. Il doit y avoir des réseaux, il faut les écouter, il faut en tenir compte, c'est parce que ça, en plus, ça veut évidemment dire en aucun cas qu'ils ne veulent pas agir. D'ailleurs, ils agissent, ils font des choses tout le temps, quoi. Donc comment intégrer des gens dans un parti alors qu'ils ne veulent pas faire partie de ce parti? Voilà, c'est une bonne question contemporaine. Moi, je voudrais qu'on parle pas trop de cinéma, en fait. Mais... non, mais parce que j'en sors, enfin, je viens de faire un débat sur les neiges du Kilimandjaro. Non, mais je crois que c'est pas... Comment dire? Je disais tout à l'heure que c'était viscéral. Donc, quoi que je fasse, en fait, c'est-à-dire, au fond, la question, elle ne se pose même pas à ces termes-là. C'est-à-dire, je veux dire, je dis, on fait du cinéma avec sa biographie. Donc, je fais du cinéma avec ce que je suis. Voilà. Je suis né à l'Estac, je suis communiste, j'ai un père arménien, une mère allemande, voilà, tout ça fait partie de mon regard aujourd'hui, je fais du cinéma avec tout ça. Donc quoi que je fasse, même si je parle absolument pas de ça, c'est pour ça que je disais d'ailleurs, sous forme de boutade, par exemple, j'ai toujours dit que Marie-Jo et ses deux amants était un film éminemment politique, et extrêmement de gauche, en fait. Sur le rapport aux femmes, sur les rapports hommes-femmes, sur le rapport au corps, sur la manière de filmer la nudité. Donc sur ces choses-là, qui sont des questions de cinéma, et après on arrête avec le cinéma, mais qui sont des questions de cinéma, il y a aussi une manière qui est la mienne d'intervenir, et qui est donc une manière de gauche. Un regard, c'est quand il faudrait que ce soit le plus vite possible. C'est c'est-à-dire qu'il faudrait cesser de penser qu'il y a des oppositions entre des gens qui n'ont aucune opposition entre eux. Je veux dire que je crois vraiment qu'il n'y a aucune opposition entre le Parti communiste, le Parti de gauche. Je pense même qu'il n'y a pas d'opposition avec l'NPA. Voilà. Pour tout dire, je crois qu'il y a... Et je pense qu'il y a même des gens qui sont par-ci par-là, avec lesquels il n'y a aucune opposition. J'aimerais bien que tout ça arrive à se réunir. Voilà. Donc l'idée du front, évidemment, est
c'est une bonne idée. Mais va se poser évidemment tout de suite après la question de plus concrète, hein, je veux dire des municipales, des législatives, des régionales, des alliances, des ministres, voire, je veux dire. Bon. Donc moi j'imagine que j'ai envie que ce qui se passe avec le Front de gauche à Nantes aujourd'hui se perpétue. Et je suis sûr qu'il va y avoir des difficultés. Parce que parti aussi, ça a des, comme vous le savez, je veux dire, ça a des manières d'être, une histoire, ça a des financements, ça a des rites, ça a des sentiments aussi de possession d'une histoire, etc., etc. Pour moi, le Front de gauche aujourd'hui, j'y viens le Front de gauche, hein, je ne dis pas le parti de gauche, je ne dis pas le parti de gauche, le Front de gauche aujourd'hui, c'est le parti communiste d'aujourd'hui. Là, je jette donc le pavé dans la mare, voilà, c'est le parti communiste d'aujourd'hui. Il s'appelle le Front de gauche, mais voilà. Mais je dis le Front de gauche. Je me dis aussi communiste. J'ai quitté le PC dans les années 80 aussi. Voilà. Mais bon, la question que je posais, c'est vrai que j'y reviens parce que je sens qu'il y a une dynamique. La question que je posais justement, c'est que bon, à Marseille, s'est mis en place ce qu'on appelle les assemblées citoyennes, avec PG, etc., tout le Front de gauche. Et la question que je me posais, c'est est-ce que c'est circonstancié parce qu'il va y avoir les élections ou parce que ça, c'est un espace de discussion, c'est un espace d'échange. Et ça, c'est des choses qui doivent être pérennisées. Parce que c'est là où on rencontre justement tous ces gens-là qui veulent discuter sans vouloir être obligatoirement dans un parti et qui amènent aussi leurs idées et qui en reçoivent et comment on avance tous ensemble. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que je veux lancer aux militants qui sont là, le PC et d'autres partis qui sont là. Il faut absolument que ces réunions citoyennes, elles continuent à vivre. Parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on va avancer. Bon, fut un temps au PC, quand on parlait de collectif, qu'on parlait de coordination, etc., c'était oh là là, où on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc il faut avoir une grande ouverture. C'est comme ça qu'on va, pour les jeunes, c'est comme ça aussi qu'ils veulent. Enfin, moi, je travaille dans une université pendant des années. Donc je sais très bien que les jeunes, ils n'ont pas envie non plus d'un cadre rigide. Ils ont envie d'un endroit souple, où on peut venir discuter, où on les écoute, où on respecte ce qu'ils disent. Parce que c'est ça aussi, le respect de ce que les jeunes disent. Bon, voilà. Donc moi, cette intervention, c'était surtout par rapport à ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent s'échanger. Ça ne doit pas se faire au sommet, parce que moi aussi j'ai peur. J'ai peur parce que, qu'est-ce que le pouvoir? À un certain moment, voilà, de ce pouvoir, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, ça m'inquiète. Hein. Une parcelle de pouvoir que chacun peut avoir. Voilà. Donc moi, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est absolument minoré dans le Parti communiste, mais aussi au NPA, à la Ligue à ce moment-là, etc. Ces questions-là, par exemple, aujourd'hui, sont beaucoup plus prises en compte. Donc, je veux dire, il y a évidemment, on peut toujours chercher aussi, il y a eu un enrichissement dans la mise en jachère de l'idée. Voilà, peut-être une terre qui s'est enrichi. Mais justement, il va falloir être très prudent. Je suis à la fois très optimiste et, je vous l'avoue, très inquiet. Au moment où les assemblées citoyennes se réapproprient la politique urbaine et la question de la gestion des ressources environnementales, il est dans l'ordre des choses que dans les entreprises, il se produise la réappropriation des métiers et des missions. Et ce, dans toutes les branches, qu'elles soient industrielles, sociales, éducatives et culturelles. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté à être communiste et syndicaliste, dans le sens où ni le parti, ni le syndicat ne sont des chapelles, mais bien des outils qu'il faut affûter afin de nous construire un avenir. Je souhaite la victoire, bien sûr, mais le front des luttes, et j'ai assisté à une réunion qui s'est passée mardi dernier à Gardanne, je peux vous garantir que c'est un sentiment profond de beaucoup de mes camarades, mais le front des luttes ne cessera d'exister quel que soit le résultat des élections. Il faut continuer à construire l'insurrection démocratique, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, je pense. Bien entendu, le but, il est simple, c'est d'abattre le capital qui pèse sur les existences d'une façon abjecte. Parce que ça, je crois qu'à un moment donné, de considérer qu'il faille faire dans la politique toute l'année, indépendamment des élections, c'est quand même... je crois que ça a toujours été vrai. Là, il faut que ça devienne de plus en plus évident. De la même manière, ce que vient de dire
le copain qui vient d'intervenir. C'est vrai aussi, je crois que définitivement, il y aura plus jamais ce qu'on a appelé, c'était une formule un peu de concept d'état de grâce, quoi. Je crois que si la gauche est au pouvoir demain, quelle qu'en soit la combinaison, je crois que tout le monde sera dans un état de revendication plutôt que dans un état de laissons faire puisque la gauche a gagné, donc voyons, quoi. Je crois qu'au contraire, il faut surtout continuer à être actif. J'ai presque à dire d'autant plus, il faut être plus actif si la gauche passe que si la gauche ne passe pas, si j'ose dire, en fait. Hein, voilà. Donc et la question du pouvoir, moi, il me semble que à l'évidence aujourd'hui, par exemple sur le programme de Hollande, il faut pas y aller. Enfin, je ne comprends pas. Il peut y avoir d'ailleurs, je sais pas, c'est même historiquement, il peut y avoir une espèce de soutien sans participation, comme on disait au temps du Front Populaire, je sais pas, c'est pas. Mais ne pas prendre un ministère demain matin et suicidaire. C'est ce qu'effectivement tout le monde a. Ça fait partie des grands phénomènes, des phénomènes en tout cas, qui ont conduit à la disparition ou à la mise en sommeil dont on parlait tout à l'heure. Donc je crois qu'il va falloir effectivement, quel que soit, je vous dis, le candidat élu, et si c'est Hollande, donc pour te dire qui remporte les élections, j'espère avec un rapport de force favorable, il va falloir que les combats continuent, qu'il n'y ait pas d'état de grâce, qu'il y ait effectivement une attention peut-être particulière, hein, je veux dire, il faut de l'habileté, un peu, voilà. Mais il faut pas, moi par exemple, je pense qu'il ne faut pas participer au gouvernement. Et qu'il faudra faire très attention dans le parti de gauche et le parti communiste sur les élections locales. Sur toutes les élections locales. Voilà. Qui fait quoi si on se retrouvait avec des triangulaires, quand même, là, ça serait quand même aussi un désastre. Parce que ça, c'est des choses qu'il va falloir. Il va bien falloir. Moi, je dis ça pourquoi? Pour dire d'ailleurs à des gens qui sont des militants, comme, des membres de structures, je dis ça, il va falloir, vous avez du boulot. Hein. Du boulot, et puis ça va être vachement difficile, ça va être, je sais pas, voilà. Et les discussions vont être. Et je sais pas s'il n'y a pas aussi l'autre truc, c'est une idée comme ça, s'il n'y a pas une forme de structuration possible, de structuration plus permanente, en fait, du front de gauche aussi. Voilà. C'est-à-dire, je l'appelle plus permanente, c'est-à-dire pas qu'en période électorale, bien sûr, qu'il y ait une structuration plus permanente. Élections locales. Tu viens d'évoquer les élections locales. Je trouve que ce serait, c'est mon point de vue personnel, j'essaie de le défendre, mais c'est difficile. Je pense que ce serait une catastrophe si, au plan local, toutes les collectivités territoriales subissaient la fracture qui existe et qui est quand même considérable entre le Parti socialiste et le Front de gauche. Parce que dans toutes les collectivités où nous vivons, il y a de braves gens qui travaillent ensemble. Il faudrait veiller à ne pas casser cela. C'est vrai dans notre région, c'est vrai dans ma commune, c'est vrai dans nos des naturellement différentes de tout ce qui est l'Europe, l'État, etc. Ne serait-ce que par leur budget, les règles de leur budget. Voilà. L'humanité d'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir, il peut plus y avoir de génie, j'allais dire en fait. Le génie peut-être les derniers, c'était au 19e siècle. Donc des gens qui arrivaient quasiment quand même à connaître presque l'ensemble des connaissances de l'humanité. Voilà. Il y a eu Marx par exemple d'ailleurs, bon. Mais Aristote, je ne sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, il y a forcément un rapport à une obligation de spécialisation, une espèce de chose comme ça. Du coup, s'il n'y a pas là aussi donc, des espaces, s'il n'y a pas la construction comme ça d'un outil, d'une pensée collective en fait, du monde, de la manière d'analyser le monde, de le comprendre, de le questionner, éventuellement de le transformer, je crois que ça peut se faire que de manière collective. Et là aussi, c'est vrai qu'il faut trouver des espaces pour que cette pensée-là quand même puisse être quand même synthétisée, bien entendu. Mais je crois que l'espace où c'est synthétisé n'est plus l'individu. D'ailleurs, je crois que si Bourdieu allait parler avec les cheminots, c'était pour ça. Voilà. C'était Bourdieu et les cheminots. Ça faisait un intellectuel collectif. Moi, je suis intervenu à Millau avec Bourdieu et les paysans
le jour du procès de Beauvais, je me rappelle, il y a déjà une dizaine d'années d'ailleurs. Bon. Et ça faisait effectivement de la pensée collective. Après, il faut quand même la mettre en forme, la rédiger, il faut qu'elle existe, etc. Voilà. Pourtant, ce livre, il n'était pas fait simplement pour être rangé sur des étagères ou pour être lu le soir comme ça sur son canapé. Il était fait pour provoquer le débat, quoi. Il était fait pour faire discuter, il était fait pour amener du grain à moudre. Bon, voilà. Mais bon, Robert aurait pu le dire aussi, c'est pas la première fois qu'il vient débattre à partir du livre. C'est vrai qu'il y a eu les neiges du Kilimandjaro qui sont sorties et il a fallu faire une petite parenthèse dans les débats. Mais tu en as fait d'autres. Je sais que tu es allé à Tarbes récemment pour faire une discussion à partir du livre. On s'est dit quand même, ce serait dommage que Robert ne vienne pas un peu défendre ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, enfin en tout cas ce qui est écrit, puisque c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc je crois que c'est important qu'à partir de là, on puisse effectivement faire un débat public, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, et que le livre il soit vivant. Voilà. C'est un peu la conception que défend la maison, qui est aussi une maison d'édition et d'initiative, dit-elle. Voilà. Donc voilà, je voulais insister sur cet aspect des choses. C'est pas un objet mort, c'est justement un objet vivant, mais ça tient à nous aussi quelque part. Et donc je voulais remercier Robert qui a son agenda chargé pour me retrouver ce petit moment d'échange avec nous à Marseille. Et ça m'a intéressé évidemment à un autre titre que Robert vienne, au titre de mes responsabilités politiques, parce que on a besoin d'approfondir notre réflexion, on a besoin de paroles publiques, on a besoin que les gens repérés, engagés, qui ont une parole qui porte un petit peu, puissent la faire résonner. Et ici, à Marseille, on sait que la parole qui est la tienne, elle est entendue par une partie importante de la population. Ils en prennent, ils en laissent, ils en font ce qu'ils en veulent, mais en tout cas, elle les fait réfléchir et elle les intéresse, quoi, voilà. Donc, dans la période dans laquelle nous nous trouvons, je crois que ça présentait aussi pour nous et pour l'engagement politique qui est le mien, cet intérêt-là. Après, j'aurais envie de dire plein de choses par rapport à ce qui vient d'être dit, au débat qui s'engage, et je pense qu'on aura des occasions, multiples occasions de poursuivre cette discussion, mais c'est vrai quelque part qu'il y a eu une panne. Il y a eu une panne dans cet espoir populaire qui était extrêmement présent au cours du siècle passé. On pourrait essayer d'analyser cette panne, d'analyser ses raisons. Nous l'avons fait les uns les autres. Moi, je me rappelle l'avoir fait dans des congrès du Parti communiste. Ça m'intéresse d'ailleurs au passage de savoir ce que Robert aurait eu à dire à Georges, mais je mets ça de côté, peut-être il y viendra. Une période d'ailleurs que j'ai moi pas connue comme militant du Parti communiste. Donc voilà, mon débat n'est pas tout à fait le même. Mais cela étant, il y a eu cette panne, il y a eu cette traversée un peu du désert. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est finie, j'en sais rien. Je ne veux pas aujourd'hui avoir des paroles péremptoires de ce type-là ou prophétiques. Ce que je constate quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Et qu'il y a des tas de gens qui ont repris goût à la politique, qui se disent que finalement, oui, on peut peut-être en attendre quelque chose, et qui se sont remis à verser dans de grandes espérances quelque part. Avec lucidité, avec l'envie d'y participer vraiment, d'y être acteur, d'une façon nouvelle quelque part aussi. Et ça fait longtemps qu'on tourne autour du pot, qu'on cherche de quelle manière est-ce qu'on peut d'abord être crédible. C'est peut-être une des choses qu'on a réussi un petit peu à gagner, en tout cas on a progressé là-dedans. Et puis ensuite permettre à toute une diversité d'hommes et de femmes de s'engager. Et je trouve que la formule qui est celle-là, parce qu'on dit les jeunes, ils n'ont pas envie d'eux. Moi, j'en sais rien. Je trouve qu'ils sont divers, les jeunes. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie de la population, et notamment dans la jeunesse, qui n'a pas forcément envie aujourd'hui, ou qui n'est pas forcément décidé d'adhérer à un programme politique dans sa globalité, etc. Mais il y en a aussi. Et en tout cas, nous le constatons, et pas suffisamment. Voilà. Mais je suis heureux que le parti dans lequel je suis, mais que les autres formations, y compris du Front de Gauche, on ait contribué à créer cet espace dans lequel des gens se sentent à l'aise, même si ils n'ont pas fait le choix de s'engager dans un des partis politiques du Front de Gauche, et ils ont envie d'en être. Cette formule-là, elle leur permet de participer. Il y a des assemblées citoyennes, tu en as parlé, qui se tiennent dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, etc., qui permettent d'intervenir. Moi, je suis d'accord sur l'idée qu'il ne faut surtout pas arrêter ça. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence, j'ai pas le sentiment
qu'on a beaucoup arrêté de faire de la politique ces dernières années quand même. Hein. Y compris Nicolas Sarkozy nous y a aidé. Hein. C'est une des vertus qu'il a eues, si je peux dire. Mais on n'a pas beaucoup arrêté d'essayer de se mobiliser, de trouver des alternatives, de réfléchir, d'agir, etc., de résister, évidemment. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on l'a bien fait, ça ne veut pas dire qu'on est au bout de l'engagement des gens autour de nous, mais voilà, je crois qu'il y a là quelque chose qui permet de se sentir à l'aise, quelle que soit la forme d'engagement qu'on choisit, et y compris parfois de quelle manière est-ce que on va poursuivre ou pas la dynamique qu'on a engagée. On écrit partout sur les murs, prenez le pouvoir. Si ça s'arrête le soir de l'élection, on est des menteurs, des tricheurs, et puis ça peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, ça ne nous mènera pas très loin. Voilà. Donc la vérité, c'est qu'il y a besoin que cette dynamique citoyenne, elle se poursuive d'une manière ou d'une autre. Il y aura sans doute, Robert a raison, beaucoup de questions difficiles à se poser. Je préfère pas trop les anticiper pour l'instant, parce que je crois qu'il faut d'abord qu'on franchisse les étapes qui viennent, mais il a raison de les poser. Il faut faire attention, parce que en disant oui, mais il faut faire attention de ne pas blesser les bonnes volontés dans les gens. Je veux dire, on a peut-être un peu compris ça quelque part, mais c'est une question d'expérience. Parce qu'il faut faire attention, nos ennemis, ils ont inventé quelque chose de merveilleux. Alors j'ai appelé ça le libéralisme social, parce que franchement, c'est magnifique. Hein. Par exemple, je cite le cas d'entreprises qui s'occupent d'enfants en difficulté ou quoi, où on a donné la gestion à des directeurs des ESAT ou de EMI, tu sais, les trucs sur les enfants en difficulté et tout. Eh bien, ce monsieur, il gère ses enfants en prix de journée, et ben, il s'achète des voitures de fonction très chères, et il refuse une sortie à 4 € à une ferme pédagogique aux enfants parce que ça dépasse le budget. Alors vous voyez le libéralisme social où ça peut entraîner. On n'est plus au temps des bisounours là. Hein. À un moment donné, il faut choisir son camp, il faut savoir vers quoi on veut aller. Eh oui, parce que c'est ça. Par exemple, la gestion de l'eau, c'est pareil. Ah oui, mais vous comprenez, on va faire une gestion durable quand on va vous faire payer cher à tous. Hein. Non, mais c'est pas ça. L'eau, c'est un droit. Ça doit appartenir à tous les citoyens. Qu'on la gère le mieux possible, oui. Mais les citoyens, pas Veolia, des choses comme ça. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. Et non, non, ça, ce discours, c'est plus à peine. Moi, dans ma propre entreprise, je vois, hein, à force de ménager la chèvre et le chou, on en est là. On risque de ne plus pouvoir arriver à soigner les gens. Alors, je vais vous dire, il faut faire attention de ne pas aller trop loin dans ces compromissions avec ce que j'appelle maintenant le libéralisme social, qui est une forme d'exploitation de la... Voilà, je n'ai pas dormi non plus pendant 30 ans. Hein. Une mise en sommeil de l'idée. Je sais qu'il y a des jeunes, et ceux qui ont travaillé à l'ouverture, en tout cas, effectivement, c'est des héros. Hein, parce que ça n'a pas toujours été facile de travailler pour l'ouverture, aussi. Voilà. Donc, bravo. La période de sommeil, parce que tout le monde n'était pas en sommeil. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ça a été une période très difficile, je crois, pour les militants. Là, je parle au niveau des militants du Parti communiste. Ça a été très difficile parce que des fois, on était en difficulté avec nos propres camarades. Je pense, moi, je travaillais à France Télécom. Entendre l'ouverture du capital, c'est pas la privatisation, ça a été un peu difficile. D'autant plus difficile qu'on s'est retrouvé avec nombre de camarades qui ont quitté à ce moment-là le Parti communiste et qui se sont trouvés orphelins du Parti communiste et nous orphelins de leur participation. Et il me semble que je voudrais rendre hommage moi, aux camarades qui ont travaillé d'arrache-pied pour maintenir l'idée qu'on avait à travailler ensemble et pas céder à la tentation d'être sur soi. Et il me semble que, je crois qu'aujourd'hui, ces camarades sont épanouis. Ils sont épanouis parce qu'ils retrouvent, dans leur combat passé, ils retrouvent ce qu'ils espéraient. Et je crois que c'est en même temps cette démarche-là qu'on a à entretenir. Et elle sera d'autant plus facile à entretenir que maintenant, nombre de camarades dont j'ai parlé tout à l'heure nous reviennent. Et surtout, on a une participation de plus en plus importante de jeunes. Moi, je suis responsable du Parti communiste sur Vitrolles. On pouvait dire, les communistes, quand on se réunissait le lundi soir, on était un peu des vieux, quoi. Hein. Et puis, maintenant, c'est complètement différent. Et c'est complètement différent, y compris avec l'idée du Front de gauche.
moi, ce que je trouvais remarquable chez nous, c'est que par exemple, moi j'ai fait une adhésion au parti de gauche. Dernièrement, c'est le responsable de la gauche unitaire qui a fait une adhésion au parti communiste. Voilà. On a eu. Toi, tu n'es pas devenu vert. Et moi, je ne suis pas devenu vert. Voilà. Et je crois que c'est ça. Il n'y a eu qu'une seule. En fait, depuis le début de la campagne, il n'y a qu'une personne qui est venue nous dire « Je veux adhérer au parti de gauche ». On l'a dit, c'est embêtant, il n'y a pas de parti de gauche. Pardon, au parti de gauche, au front de gauche. Il faut adhérer soit au parti de gauche, soit au parti communiste. Ah bon, ben j'attends, et on travaille ensemble. Voilà, je crois que c'est cette notion de la période difficile. Je suis obligé de travailler, il faut travailler tous en fonction de nos savoir-faire et de nos possibilités de travail. Je veux dire, bon, moi, donc je suis pas toubib, je suis cinéaste. Ça veut dire qu'on me file des tribunes. Voilà, parce que les films, parce que le dernier film a marché, évidemment. Donc ce que je fais, moi, je vais appeler à voter Mélenchon sur France Inter. Je vais faire le débat avec Régis Debray, effectivement, chez Paroli à France Inter, pour appeler à voter Mélenchon. On fait la sortie de son livre. L'autre jour, j'avais envoyé une intervention je ne pouvais pas y aller à Ayo pour qu'il la transmette au Bataclan. Donc j'interviens. Voilà, je vais soutenir Coppola dans nos quartiers, par une intervention aussi comme ça publique, en fait, puisque je suis de fait quelqu'un à qui on veut bien de temps en temps donner la parole. Voilà, donc je pense que le mieux, là où je suis le plus efficace, c'est surtout à cet endroit-là. Sinon, je veux dire, il y a un truc qui était quand même très réjouissant aussi dans cette campagne aussi, dont il faut parler, savoir avec le pouvoir aussi. C'est la reprise du corps à corps, en fait, du corps à corps et du côte à côte, de la place publique, donc la Bastille, les manifestations qu'il va y avoir ici. Et c'est vrai que le pouvoir, c'est pas que la question de la prise du pouvoir, c'est la question il ne s'agit pas que de prendre le pouvoir, il s'agit d'en avoir. Donc on peut aussi, quand on a 25% en termes électoraux, ce qui veut un rêve, bon, imaginons, même si effectivement les socialistes passent, Hollande, etc., tout ça, je veux dire quand même les choses ne sont pas les mêmes, je veux dire, dans la rue tous les jours, quoi, voilà. Et là on a du pouvoir. On a du pouvoir et on a de la dignité. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui m'intéresse, c'est que dans ce qui se passe en ce moment, c'est que le peuple s'est réveillé, je disais l'autre jour, a repris des couleurs, je veux dire du rouge en particulier, mais s'est remis en jambes, a repris de la voix, et a envie faut penser à ça aussi, je crois penser donc à recommencer à être par rapport à ces combats-là, festifs, manifestants, dans la rue, au porte-à-porte, etc. Et juste au passage pour à nouveau quand même... On est dans un monde où il y a une pensée dominante, rampante, en fait, subrepticement, clandestine, etc. Inconsciente d'ailleurs, je veux dire, que Bourdieu avait d'ailleurs des derniers temps particulièrement analysé, même Pasolini avant lui, même Marcuse parlait de ça. C'est que dans le monde des médias, quand même, aujourd'hui, on a massivement, et ça avait été absolument flagrant au moment du traité constitutionnel européen, on a inconsciemment, en fait, des gens qui sont pour le monde tel qu'il est. Mais de manière absolument, c'est ce que je veux dire, c'est une idéologie spontanée, si on peut dire, voilà. Donc il faut se battre contre ça, c'est très étrange, je veux dire, quelque chose de... regardez l'émission de Canal+, par exemple, tous les soirs, des millions de téléspectateurs regardent cette émission, elle passe pour être objective. Et effectivement, elle fait passer pour des pitres Sarkozy et Hollande, qui sont... C'est d'une indignité totale. Moi je n'ai pas envie d'avoir un président de la République qui passe dans une émission avec Barthès. Ça ne m'intéresse pas, je m'en fous de savoir qu'il est drôle, pas drôle, qu'il a bien réagi à ça ou ça, j'ai rien à foutre, mais c'est horrible, quoi. Voilà. Donc redonner effectivement à la politique de la dignité, l'élever à nouveau, l'exalter à nouveau, c'est quand même une chose qui peut compter aussi, quoi. Si on arrivait effectivement à moi je dis souvent, on compte le temps de parole en fait politique, je veux dire au moment des élections. Il faudrait arriver à compter le temps de parole idéologique, quoi.
que c'est quand même dingue entre les tenants, effectivement, du monde tel qu'il est et ceux qui, effectivement, rêvent de sa transformation. Donc, grosso modo, la pensée de droite, parce que la pensée de droite est toujours structurée depuis toujours du côté du maintien de l'ordre, de l'idée qu'effectivement les choses sont naturelles et que le réel est tel qu'il est et qu'il faut rester... Et la gauche est du côté du rêve et de la transformation. On pourrait même, de ce côté-là... Il y a Théré qui a fait un bouquin là-dessus, là, pas mal, là, qui vient de sortir. Je te regarde toi, parce que je sais que tu es de formation, et que Théré, c'était un élève d'Althusser, enfin, c'était quelqu'un qui, pour moi, a compté beaucoup, quoi, qui a beaucoup travaillé avec les sans-papiers aussi, tout ça, et qui a fait un livre comme ça. Donc c'est vrai qu'il faudrait arriver aussi à... Ça c'est extrêmement difficile à contrecarrer. Et je pense que le seul moyen de contrecarrer cette espèce de ce que j'appelle d'idéologie spontanée, dominante, c'est effectivement dans le corps à corps. Voilà. Dans le bal, la fête, le porte-à-porte, dans le rapport aux voisins, etc. Tout ça. Ce qu'entre parenthèses, d'ailleurs, j'ai déjà illustré dans quelques films. Mais c'est pour parler juste un peu de cinéma. Mais... C'est que j'ai eu un peu le sentiment que pendant 30 ans, j'ai été orphelin. Orphelin de la disparition du Parti communiste, de ma vie, 100 ans. Je veux dire, il continue à exister, mais bon, en dehors de moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation. J'ai discuté avec beaucoup de gens. Et ils ont maintenu une vie militante à travers soit le combat syndical, soit l'intervention dans des associations, ce qui a été mon cas. Moi, je suis responsable national des centres sociaux. Et j'ai appris à travers ces centres sociaux. Ça a été pour moi une plateforme où j'ai milité, où j'ai fait passer les idées qui étaient les miennes, donc qui continuent à être de toute façon des idées puisées dans ma vie militante au sein du Parti communiste. Et, pardon ? D'accord. Et voilà, donc ça a été pour moi une plateforme. Mais par-delà, au niveau des centres sociaux, donc j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas tout à fait les mêmes idées que moi. On a pu se confronter. Et je me rends compte aujourd'hui que cette nouvelle mouvance-là, Front de gauche, c'est une mouvance très diverse sur le plan de la pensée politique. Donc on a appris aussi, on a des gens là, ici, qui se comprennent et qui en tout cas ne se jettent plus d'anathème. J'ai vécu l'époque où le trotskiste, on lui tapait dessus, je veux dire, où le maoïste, il était condamné, où il y avait une appropriation de la classe ouvrière par le Parti communiste, et donc aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. La classe ouvrière, elle est là dans le front de gauche, elle est pour tous les gens qui sont dans le front de gauche, et voilà, moi c'est quelque chose qui, je crois que c'est ça qui fondamentalement a changé dans notre façon de voir et dans notre perception de... On est en train de retrouver des mots qu'on n'osait plus prononcer. Mais je trouve que réorganiser aujourd'hui la convergence au fond d'un travail collectif entre ce qu'on appelait avant les forces du travail et les forces de la création, dans un monde où les deux sont intimement liés aujourd'hui. Voilà. Ce qu'a fait l'appel des appels avec Roland Gori, il rassemble tout ce qu'on peut appeler d'une certaine façon les professions intellectuelles qui produisent des savoirs aujourd'hui qui sont complètement aux antipodes des formes de la marchandisation, qui refusent pas les psychiatres, les médecins, les enseignants, les acteurs culturels, etc. Et on a aussi des travailleurs qui dans l'entreprise sont en souffrance, y compris dans le rapport au travail. Et organiser le débat et le débat à la fois d'idées et de transformation, pour moi c'est ça la forme moderne de l'intellectuel collectif. C'est-à-dire comment on fait pour produire un discours qui soit moteur de l'émancipation, de la transformation, etc. Voilà. Et je trouve que dans le bouquin, j'ai un peu regretté ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé... c'est peut-être le gars qui vous a interviewé, je ne sais plus, mais il n'est pas allé assez loin là-dedans. Et pourtant, Maryse Dumas ou toi, individuellement, chacun séparément, vous dites des choses comme ça. Moi aussi, j'ai écouté plusieurs fois Maryse Dumas parler dans les débats. Je trouve que
là-dessus, on est encore... alors, Bourdieu, c'était un peu la figure emblématique. Il allait chez les cheminots, à la gare, je ne sais plus quoi, c'est à la gare du Nord, le fameux débat célèbre, je crois. Mais ça peut pas être ça. Ça peut pas être que ça. Voilà, ça peut pas être que ça. Je trouve que remettre en tas ce qu'on appelait avant les forces du travail et de la création, ça doit aller au-delà de grandes figures tutélaires. Voilà, et aujourd'hui, c'est une urgence, hein, il me semble, moi. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai que quand Bourdieu fait ça, il le fait parce qu'il a la puissance pour le faire, mais pour indiquer une direction, c'est comme ça, mais bon. Mais c'est vrai que là où on n'est pas allé plus loin, c'est que peut-être, je crois qu'un des rares endroits, mais même Marie se doutait un peu de ça, c'est aussi à travers les syndicats que s'opérait beaucoup cette jonction. Hein. Peut-être même dans des temps anciens, ça s'opérait plus, peut-être même par des syndicats, dans les syndicats, que dans les partis, même qu'au Parti communiste. Et les syndicats, le travail est plus... il n'y a plus les grandes unités, le travail est plus morcelé, donc réunir les gens déjà. Voilà. Moi, vous savez, j'arrête pas de parler d'espace, hein. Mais réunir, même le nombre qu'on est là, pour essayer de produire ensemble quelque chose sur les conditions dans lesquelles on travaille, sur comment on pourrait transformer tout ça, etc. C'est de plus en plus difficile. Je t'avoue que j'ai pas la solution, mais je pense qu'effectivement c'est une... Oui, moi il faut une révolution intellectuelle. Il faut effectivement donc être capable de produire une pensée de transformation, effectivement, tous les jours. Et de pas, c'est-à-dire le socialisme du 21e siècle, pardon, dont je parlais tout à l'heure, il faut qu'il soit en mouvement permanent, quoi. On connaît son socle, mais il faut le réélaborer en permanence face à toutes les contradictions qui sont pas simples non plus. C'est-à-dire que moi je trouve qu'on est dans un monde plus complexe aussi, c'est vrai, il faut quand même aussi dire ça, plus complexe que ce qu'il était il y a un siècle, quoi, ou au siècle dernier, ou même il y a 30 ou 40 ans. Y compris dans des choses comme, j'entendais des choses, là, moi, évidemment, je ne veux surtout pas me mêler, parce que je ne sais pas exactement ce qui se passe avec la CUM, mais je sais que c'est complexe, de la même manière, ce que tu disais sur certaines alliances, effectivement, dans des villages, d'ailleurs, parfois, dans de tout petites agrégations de population comme ça, je dirais, il se passe des vraies choses, c'est vrai, entre socialistes et communistes. Voilà, qui existe depuis 30 ans, et dans le village là-bas, ça marche vachement bien, c'est très démocratique et tout ça. Il ne s'agit pas non plus de casser tout ça. Toutes ces complexités-là, tu vois, évidemment qu'il faut les penser. En plus, il faudrait les penser, les repenser en permanence, et le bouge vite. Plus le niveau européen, évidemment, dont on parle, dont on n'a pas parlé, mais bon, qui est aussi capital. Bon, moi, mais là, je crois que les syndicats sont quasiment mieux armés aujourd'hui. Ils sont plus présents partout. La toile est plus, le territoire est plus maillé, quoi, par les syndicats que par les partis. Mais il faut qu'on y réfléchisse. J'ai le sentiment que dans le débat, en tout cas tel que j'ai entendu, il me paraît important de lever une ambiguïté. C'est ma perception, c'est pas sûr qu'elle corresponde. L'ambiguïté entre la conviction qui se nourrit de références philosophiques, de références économiques, de références idéologiques, la conviction « je suis communiste ». C'est une conviction qui se nourrit de... Et l'organisation qui la sert, qui prétend la servir, qui la sert bien, qui éventuellement la sert mal et la dévoie. J'ai pas d'interrogation pour ce qui me concerne sur le sens de mon adhésion à l'idée communiste. Je risque d'être un peu provocateur, mais je pense qu'il y a
des personnes qui sont plus communistes sans être adhérentes et d'autres qui sont adhérentes en étant moins communistes. De telle sorte qu'on distingue bien, pour aller vite, la foi et son Église. C'est deux réalités de nature différente. Je pense que cette ambiguïté-là, il faut qu'elle ne persiste plus. La deuxième, c'est, pour ainsi dire, enfin c'est d'une certaine façon lié, la question du front. J'aimerais bien, mais ça c'est mon interrogation, plutôt c'est ma suggestion, ma proposition, qu'elle évolue dans la conception même de ce qu'on a, on en a, du front de gauche au front du peuple. Parce que le problème majeur, il n'est pas de rassembler des organisations, il est de rassembler des citoyens qui ne se clivent pas du point de vue de la réalité, mais là, je suis de parti pris. Il y a ceux qui ne possèdent rien qu'une force de travail qui est exploitée, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit manuelle, qu'elle soit diverse, et ceux-là, qu'ils en aient conscience ou pas, peuvent avoir des comportements politiques qui vont à l'encontre de leurs intérêts, ou qui servent leurs intérêts, mais objectivement, ils appartiennent à une catégorie qui n'est pas celle que, dans le manifeste du parti, pour prendre des raccourcis, Marx appelait les bourgeois, c'est-à-dire les propriétaires des moyens de production qu'il opposait aux prolétaires, c'est-à-dire aux producteurs. Donc la deuxième question, c'est la nécessité d'être suffisamment ouvert, non pas pour arrêter le rassemblement aux organisations qui se réclament d'eux, mais pour élargir le rassemblement à l'ensemble du peuple qui a intérêt objectif à la transformation sociale. C'est ma deuxième interrogation, qui conduit évidemment à la troisième, mais qui est liée. On peut répondre de manière courte. Non, c'est pas. Je crois que moi, je me souviens d'une. En fait, je pense que je vais dire quelque chose, dans les années 70, je me serais fait tuer. Mais je crois que le communisme est la forme suprême de l'humanisme, en fait. Et que je me souviens du grand débat entre Savelle et Althusser sur comment on a pu discuter de l'anti-humanisme théorique, par exemple. Dire le mot, même. Même si, évidemment, sur le faux, il y avait quelque chose, enfin, on va pas parler de ça 2 heures, mais sur théoriser la disparition du sujet, etc., qui n'est plus au simple, ça avait beaucoup d'intérêt. Mais enfin, il fallait quand même trouver une autre expression de celle-là, même en rajoutant un théorique, quoi. Donc c'est ça qui me semble, moi, le communisme est un humanisme. Profondément, quoi, je crois. C'est même, au fond, je crois même que le rêve dont je parlais tout à l'heure, c'est comment, effectivement, réconcilier, d'ailleurs, j'allais dire la société, l'individu, le collectif et le particulier, le singulier, quoi. Comment, effectivement, on peut... Et c'est vrai qu'on ne peut pas vivre heureux parmi tant de misère. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose, donc, qui fait que le geste pour nous, individuel, notre geste individuel, je veux dire, doit rejoindre le geste collectif. Enfin, ça doit être un geste unique, il faut arriver à trouver ça. Pour moi, le communisme, c'est la résolution de ça. Donc c'est évidemment une forme suprême d'humanisme, quoi. Hein. Il y a... Et donc je vais finir par une citation de la Bible. Et non, c'est vrai, il y a Hillel l'Ancien, vieux prophète, qui disait si je ne vis pas pour moi, qui le fera à ma place, et si je ne vis que pour moi, qui suis-je? Il fallait finir par la Bible. C'est le texte fondateur.